je suis docteur Serret Margot, je suis généticienne à Necker dans le CRMR surdité. J'avais une question par rapport au CAD. Deux questions. La première, c'est quels sont les genres de projets qui vont être menés à partir du CAD soins? Et la deuxième question, c'est s'il y a déjà un projet qui est déposé dans le CAD soins ou CAD recherche pour une thématique particulière, une question particulière, si un autre groupe veut déposer le même projet, est-ce que c'est possible? Est-ce que on limite quand même à pas non plus multiplier les mêmes projets plusieurs fois? Voilà, un peu où est-ce qu'on en est sur ces deux questions. Merci. Alors, je vais commencer par la question sur le CAD soins. Pour l'instant, il n'existe pas, le CAD soins. Lorsqu'il existera, en fait, son objectif est de mettre à disposition des outils pour les laboratoires de diagnostic qui veulent avoir des outils un peu update pour réanalyser les données. Le CAD soins, en fait, il sera monté vraiment quand déjà on aura une infrastructure qui sera vraiment solide, puisque là on n'est que dans la phase de mise en place. Donc probablement il sera disponible à l'horizon de 1 à 2 ans seulement. Le CAD recherche, lui, en fait, est en cours de construction, et donc pour l'instant, en effet, on travaille sur forme de projets qui sont déposés. Et ce qui est maintenant demandé dans le document à renseigner, c'est que quand on demande à avoir accès à des données de préindication, eh bien, le chercheur ait pris contact en amont avec le coordonnateur de la filière ou des filières concernées pour que les responsables de filière puissent en fait faire le lien entre les équipes pour éviter la redondance. Alors, qu'il y ait des équipes qui demandent à avoir accès à des données, je dirais, overlappantes, c'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer que un chercheur demande à avoir accès aux données d'une ou deux préindications pour tous les patients de la France, mais qu'un CHU ou un CLCC et un CHU demande à avoir accès à ces données pour toutes les préindications. Donc, il peut y avoir des overlaps, mais si c'est vraiment sur exactement le même set de données, en fait, c'est à la demande des filières, et c'était tout à fait justifié, hein, que maintenant, en fait, avant tout dépôt de dossier, celui qui dépose le dossier doit avoir consulté la filière pour que la filière puisse mettre en lien les chercheurs qui demandent à avoir accès au même set de données. C'est tout simple. Est-ce que l'accès au SDM traitement a un coût? Vous le facturez? Enfin, pas l'accès, mais le développement pour les filières. En fait, on n'a pas encore été confronté à cette situation. Pour le moment, en fait, je pense que c'est toujours l'idée que la BNDMR, c'est une initiative nationale et que les institutionnels ne payent pas, en fait. Je pense que c'est toujours la même, le même logique, état d'esprit, ce qui est effectivement pas le cas si c'est des partenaires privés, en fait. Question. Donc il y a un trio en fait BNDMR, filière industrielle. Donc comment se passe la contractualisation D'accord. En pratique, en fait, déjà la FSMR est toujours contactée en amont avant même qu'il y ait une demande qui est déposée au comité scientifique. Et il ne s'agit pas d'une information du genre vous recevez un mail, il est dans les spams et puis c'est bon. Non, il y a une vraie discussion avec la filière en amont du projet. Et ensuite, une fois qu'il y a cette discussion qui est faite, on va intégrer en fait la filière dans la discussion pour la contractualisation. Mais ça, on va faire cette contractualisation uniquement une fois qu'il y a eu un avis favorable de notre comité scientifique. Pour la contractualisation, en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part déjà tous les éléments financiers. Et donc, en fait, il y a eu un effort autour d'une tarification. Et on a l'habitude d'émettre, de constituer une tarification. Donc, pour ce qui est de quel est en fait est-ce que la filière, comment la filière va être rétribuée, puisqu'en fait, c'est quand même, ça mobilise beaucoup la filière, ces études avec les industriels, puisqu'il y a parfois de la mise en qualité des données,
mais en tout cas un apport scientifique qui est majeur. Et donc, alors, la façon de rétribuer la filière, c'est ce qui a été décidé par notre comité de pilotage, c'est de pouvoir mettre à disposition des moyens, mais dans la BNDMR, pour des projets de la filière. Donc ça, c'est le principe de comment la filière, donc par exemple, ça peut être pour faire d'autres études, pour pouvoir donc valoriser au mieux ces données. Et ensuite, il y a bien sûr l'aspect valorisation du travail, notamment tous les aspects de publication qui doivent être discutés avec la filière en amont pour faire le contrat. Donc, et puis, il y a probablement d'autres éléments qui sont peut-être importants pour certains projets qui font l'objet d'une discussion entre la filière, nous, cellules opérationnelles de la BNDMR, et l'industriel. Donc, voilà. Juste une question qui me vient à l'esprit. La BNDMR, vous estimez à combien de pourcents les données manquantes du set de données idéales que vous pourriez recueillir? Alors, dans la BNDMR, vous savez, il y a des données obligatoires. Votre fiche, elle arrive en rouge et ça passe pas. Donc, il y a des données où il n'y a pas de données manquantes. Typiquement, les dates d'activité, l'identité du patient, sa date de naissance, etc. Sur les autres données, elles sont en général bien remplies pour certaines. Par exemple, la commune de résidence, l'âge au premier signe, l'âge. On a toujours, par exemple, en général, la date d'inclusion dans le centre. Donc ces données sont bien remplies, les données d'activité sont bien remplies. Bien sûr, le diagnostic est en général bien rempli. Ce qui est souvent un peu moins rempli, c'est l'assertion diagnostique. C'est quelque chose qu'on met en qualité pour les projets, c'est-à-dire est-ce que le diagnostic a été confirmé ou pas. Parfois, c'est pas très bien rempli, mais en général, ça l'est bien. Mais globalement, on a quand même pas des données. Il y a certains items qui sont moins bien remplis. Par exemple, il y a des données qui sont quasi jamais remplies parce que ça n'intéresse très peu de gens. C'est par exemple les données anténatales, mais c'est un peu normal parce que ça intéresse très peu de pathologies. Et souvent, le gène n'est pas mis à jour, mais on espère que ça va changer avec la mise en place du SDM génétique. Et en tout cas, pour un projet spécifique, on peut toujours accompagner une mise en qualité. Il y a un ARC à la BNDMR qui peut se déplacer sur les sites. Il y a un autre ARC qui va être recruté, je crois, incessamment dans un mois. Et donc, on a les moyens de mettre en qualité les données. Mais en tout cas, on n'a pas de données manquantes qui, par exemple, interdiraient le chaînage avec le SNDS. Et donc, c'est quelque chose pour lequel on pense avoir des bonnes capacités de chaînage. Je peux peut-être juste compléter quelque chose, c'est qu'il va y avoir alors je ne sais pas si l'interface, enfin une connexion, je ne suis pas expert, alors je ne sais pas quel terme ad hoc, mais il va y avoir une connexion entre les données du plan France médecine génomique et la BNDMR qui font que les résultats génétiques issus du séquençage du PFMG seront implémentés dans la BNDMR patient par patient. Le résultat génétique, exactement. Ad hoc, avec la bonne nomenclature, tout qui va bien, qui seront partageables. Oui, c'est en cours de développement, ça va être fait. Ah oui, ça serait top. Voilà. Et juste pour encore compléter, dans le cadre du PNMR4, on milite très fortement en faveur d'une interopérabilité avec les laboratoires de biologie moléculaire de tous les hôpitaux, de façon à ce qu'on ait des données de génétique qui seraient de très bonne qualité, qui viennent en temps réel directement dans le système. Ça, je pense c'est pas acté, mais on se pense qu'on aura le financement et voilà, c'est ça. Et donc, et l'autre chose, c'est que il y a une évaluation du plan France médecine génomique qui est réalisée. Et donc, on est partenaire, ce qui veut dire que ça ira jusque le chaînage vers le SNDS. Donc, il y aura bien sur ces données de génétique.
un chaînage. Merci. Alors, le professeur Meunier d'Espère pose une question. Moi, je coordonne un centre de référence, celui de Montpellier. Juste une question, dans les cohortes exhaustives, vous dites que vous ouvrez uniquement au CHU, au centre de compétences. Est-ce qu'il y a une ouverture qui serait possible pour des patients qui sont globalement perdus de vue pour les centres de compétences de référence et qui peuvent être vus dans des cabinets privés dédiés à la rétine notamment? Alors, c'est une question qui nous a été beaucoup posée. Il y a eu une réflexion autour de l'idée que est-ce que finalement un médecin de ville avait l'expertise, et ça c'est quelque chose qui a été discuté, et l'idée qu'un médecin de ville puisse poser un diagnostic de maladie rare, on a eu peur qu'il y ait beaucoup de bruit en fait. Et donc c'est pour ça qu'on va pas dans cette direction. On préfère se dire que finalement, il va l'adresser au centre de référence et que le patient va revenir. Après, il y a aussi l'idée que le patient il peut être vu en RCP, présenté par le médecin de ville, et donc rentrer quand même dans le système. Mais effectivement, non, c'est... La crainte, peut-être, c'est le temps disponible du médecin de ville pour rentrer les données. Déjà, rien que ça, hein, je pense que ça, c'est un bloquant, quelque chose de bloquant. C'est plutôt l'idée de mettre des diagnostics qui ne seraient pas assez précis, qui n'auraient pas été validés par un centre expert. Et l'idée aussi que ces patients seront probablement vus en RCP. C'est peut-être pour les données de suivi. C'est peut-être qu'on perd Ce que tu voulais dire, Isabelle, c'est qu'on perd des malades comme ça. On perd des patients parce Voilà. que dans le suivi des rétinites pigmentaires, à partir du moment où il n'y a pas toujours des traitements, ils ne vont pas toujours revenir à nous. Donc le diagnostic, il est fait. Le diagnostic génétique, il a pu être fait. Mais on ne va pas les inclure puisqu'on ne les revoit pas. Donc on a une base de 6000 familles, par exemple, à Montpellier. Il n'y a pas 6000 patients inclus dans Bamara. Et je ne ferai pas le rétrospectif, si vous voulez. Donc ces patients, il y en a un certain nombre qui sont perdus de vue. Donc dans votre cohorte exhaustive, il y a aussi le relais de gens hyper spécialisés en rétine médicale en ville, qu'on le veuille ou non, qui ont largement les capacités, dont certains pourraient bénévolement dire « ça m'intéresse et je le fais », et donc ils n'ont pas accès. Et du coup, dans la question du suivi, pour faire le lien avec certaines initiatives comme il y a pu y avoir de Génida ou même à l'étranger, il y aurait un volet où les patients ils pourraient eux-mêmes aussi donner des informations, ou là c'est trop compliqué? Alors, toujours pareil, c'est un financement qu'on demandera dans le cadre du PNMR4. C'est l'idée qu'il y ait une application smartphone pour les patients qui permettent de rentrer leurs données de suivi et qui seraient connectées on utiliserait un système de type France Connect pour que le patient puisse aussi accéder... on va aussi mettre les données de Bamara dans mon espace santé. Et donc, il pourra accéder, rentrer des informations, et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de financer dans le cadre du PNMR4. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez-y. Juste une dernière question. Nous, dans Bamara, on rentre le diagnostic, le gène, etc., uniquement une fois qu'on l'a rendu au patient. Est-ce que ça ne va pas poser un petit souci, du coup, si Sequoia Oragène, c'est interopérable et que ça se met directement dans Bamara, surtout si le patient il peut y avoir accès avec mon espace santé, parce que voilà, je pense que il risque d'y avoir peut-être des petits écueils là-dessus, que le patient il ait son résultat avant même que on l'ait nous ou que voilà, on ait pu lui rendre correctement. Ce qui se passera, c'est que l'interopérabilité fera que les données seront remontées, mais il faudra quand même que le médecin qui valide, il y ait quelqu'un qui appuie pour dire oui, c'est bon, c'est bien ça que j'ai rendu au patient. Oui, oui. Voilà. Pas d'inquiétude. Le patient ne récupérera pas son résultat sur son smartphone. Il ne manquerait plus que ça. Alors, encore une question. Si vous pouvez juste vous approcher, parce que le micro est... Bonjour, Annabelle Godet de Janssen. Je voulais une question sur Fred, pour savoir si, par exemple, EpiGenRet, qui avait été commencé, donc une cohorte, est-ce que ça serait intégré, les données de EpiGenRet, dans Fred? Merci.
Fred, Epigéneret est une étude de recherche clinique que nous avons fait avec une promotion, l'aide de Novartis, mais au sein de la filière, et avec la promotion des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc il y a eu une collecte de données pendant une année, une collecte de patients, un recensement de patients pendant une année, une collecte de données pendant 2 années. Et puis on espère, pouvoir intégrer ça, mais Camille. Alors, donc, Epigéneret, en fait, a été créé, à ce moment-là, la filière avait déjà dans l'idée de faire son propre entrepôt de données de santé dans un second temps. C'est pour ça que, d'ailleurs, les datasets d'Epigéneret et de Fred sont à 70% identiques. Donc là, l'étude n'est pas tout à fait finie. Elle finit en novembre. Mais effectivement, il est prévu que les données d'Epigéneret soient, à un moment ou un autre, migrées dans Fred. On n'a pas encore forcément trop de visibilité sur la temporalité, mais en tout cas, tout a été prévu pour que ce soit le cas. Oui, ça sera terminé le temps. On a laissé 1 année pour que les données, les résultats du plan France Médecine Génomique ou des examens génétiques en cours puissent être intégrés pour les patients. Le dernier patient qu'on aurait vu à l'inclusion, voilà. Alors, déjà, je vais juste faire un petit mot sur notre Serious Game. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu, mais ce printemps, nous avons diffusé un nouveau Serious Game. Donc, c'est un jeu vidéo sérieux sur l'annonce du diagnostic. Donc, ça permet aux médecins, jeunes et moins jeunes, de se refamiliariser avec les bonnes pratiques de l'annonce diagnostic de maladies rares. Donc, le jeu a déjà eu beaucoup de succès, près de 300 joueurs déjà. Donc on est vraiment content. Vous avez un petit flyer dans votre sac si ça vous intéresse d'aller jouer. Et on avait lancé un petit concours au sein de la filière pour mettre un peu de challenge dans ce jeu. Et nous avons eu 20 gagnants, mais malheureusement ils n'ont pas pu tous se déplacer aujourd'hui. Mais 2 personnes sont là, qui ont été très bien classées, et je les félicite pour leur engagement et puis pour leur participation. Donc, je vais appeler ici Laurence Bélanger et Souad Gerbi Alem pour pouvoir recevoir leur prix.